Et je n'oublie pas le sixième invité, le professeur Pierre-Antoine Gouraud, qui voilà, nous rejoint aussi tranquillement, généticien, enseignant-chercheur à l'INSERM. Et puis aujourd'hui, on va vous entendre, professeur Gouraud, avec votre casquette de chef de la clinique des données. Et on va commencer par vous d'ailleurs, puisqu'il y avait un élément d'actualité ces derniers jours. Vous avez organisé une conférence de presse à Nantes, au CHU de Nantes, pour nous parler d'un entrepôt de données. On commence peut-être par un détail révélateur, c'est-à-dire que devant la presse, avant même de parler des effets attendus de cet entrepôt de données au CHU de Nantes, vous avez dit le premier point, c'est la confiance, c'est-à-dire que les patients pourront avoir la main sur leurs données. En quoi c'est révélateur finalement ? Alors je crois que c'est effectivement notre volonté d'avoir réaffirmé vraiment le primat du respect des patients qui sont à l'origine des données et du respect de leurs droits, le droit qui leur est concédé de refuser un usage qui pourrait être fait de ces données à visée de recherche. Alors l'entrepôt de données biomédicales du CHU de Nantes s'inscrit globalement dans plusieurs initiatives. On est le premier hôpital en province à avoir reçu l'autorisation du déploiement de cet entrepôt par la CNIL. On l'a reçu en avril 2018 et vous voyez, on a attendu un an pour essayer de bien comprendre, de mettre en place notre gouvernance, les enjeux réglementaires, le circuit d'information des patients, avant de, conformément aux engagements qu'on avait pris vis-à-vis de la CNIL, bien, de dire publiquement, à travers les médias régionaux, à travers les télés régionales, que les patients disposent d'un droit à ce que ces données ne soient pas utilisées à des fins de recherche. Et donc, chacun peut écrire à vos données personnelles à chu-nantes.fr et sans aucune justification soit requise, faire en sorte que ces données ne soient pas utilisées à des fins de recherche. De quoi parle-t-on ? Donc, des données recueillies depuis 1998 ? Alors voilà, il s'agit aussi d'être très précis sur qu'est-ce que c'est que ces big data là, qu'on agite un peu souvent. Donc il s'agit d'un entrepôt de données biomédicales qui concerne 2,3 millions de patients au CHU de Nantes, qui regroupe plus de 130 millions de données structurées, l'hématologie, la biologie, quand on fait des prises de sang par exemple, mais aussi beaucoup d'autres données chiffrées issues de l'activité de soins, des informations qui concernent les séjours hospitaliers, et puis, et c'est peut-être plus original, en tout cas c'est différenciant par rapport à d'autres initiatives, notamment parisiennes, nous disposons également d'un accès au texte intégral de 16 millions de comptes rendus de consultations, de comptes rendus d'opérations. Donc on est vraiment soumis à un changement d'échelle dans la masse de données qui est disponible. Et puis ce qui change aussi épistémologiquement, c'est que d'habitude, dans le domaine biomédical, dans la recherche, eh bien, le plus souvent, on va construire les dispositifs qui nous permettent de recueillir des données pour la recherche. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Ce sont d'abord des données qui sont recueillies dans le cadre du soin, pour le patient, pour un soin ultérieur. Et donc là, on est dans une situation qui est en fait celle du big data dans d'autres domaines, qui est une situation de recyclage, si vous me permettez l'expression. C'est un usage secondaire des données. Et évidemment, on va utiliser ces données de manière pseudonyme, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois improprement anonyme, c'est-à-dire sans aucun identifiant qui permet de remonter directement au patient, c'est-à-dire les noms, prénoms, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, etc. Vous avez parlé de millions de documents. Comment on fait pour les éplucher ? C'est un par un, tous les matins, en arrivant au CHU ? Alors, c'est la grande force du numérique. C'est que, d'abord, ce n'est pas des documents qui sont stockés physiquement, c'est évidemment dans des bases de données. Et on utilise des algorithmes qui vont nous permettre de rechercher en texte intégral, de lire le langage naturel. Et donc, on a pour cela recours à des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de repérer des termes, mais de repérer des négations et de comprendre un peu le langage qui est utilisé par les soignants lors de l'écriture de ces comptes rendus. À quoi ça va servir finalement l'exploitation de ces données ? Est-ce qu'on en attend une meilleure prise en charge pour les patients, par exemple ? Alors c'est vraiment une nouvelle source de données pour nous interroger sur nos pratiques, penser les pratiques de demain. C'est vraiment ce que l'on fait dans un CHU.
Et aujourd'hui, alors pas simplement au CHU de Nantes, c'est vrai dans l'ensemble des CHU du Grand Ouest, hein, puisque c'est une initiative que l'on partage également avec les CHU de Brest, Tours, Rennes, Angers, Poitiers, les centres anticancéreux. Bien, on pense que probablement très rapidement, tous nos projets de recherche auront à un moment besoin de se confronter ou de s'enrichir des données qui sont générées par l'activité de soins, pour voir si un essai clinique est représentatif, pour voir s'il y a un décalage entre une publication et la réalité des profils démographiques des patients qui sont vus dans un CHU particulier, dans un service à une période donnée. Et ça, c'est très important. Et puis, vous l'avez annoncé, il y a une trentaine de projets, hein, d'ores et déjà, qui sont un peu dans les cartons, projets de recherche sur ces données. Voilà, on a déjà commencé à prendre en charge quelques projets. Donc, ils font partie d'un registre public des études, avec différents exemples qui nous ont beaucoup, pour nous, essayé de comprendre un petit peu les enjeux autour de ces données. Qu'est-ce qui n'était pas possible avant et qui le devient? Dans quelles conditions? Et puis, ça nous a peut-être plus important que la technique, le nombre de documents, les algorithmes d'intelligence artificielle. Ce qui est important, c'est aussi la gouvernance que nous nous sommes donnés au sein de nos établissements, avec peut-être rappeler d'abord que les données sont sous la responsabilité juridique de l'établissement, du CHU de Nantes en l'occurrence, que ces données, elles sont coproduites avec des patients par des soignants. Et donc, vous voyez, lundi, en commission médicale d'établissement, on a à nouveau présenté les enjeux, mais aussi la manière dont les producteurs de données, soignants, patients, sont associés à ces projets de recherche. Notre gouvernance, c'est de pousser systématiquement un expert des données, on va dire un data scientist, qui est peut-être un épidémiologiste qui a accès à ces nouvelles sources de données, mais aussi les soignants eux-mêmes, parce que peut-être, au risque d'être provocateur, les data scientists dans le domaine de la santé, ce sont d'abord ceux qui connaissent le contexte dans lequel va naître la donnée. Et ça, c'est très important. Les données dans la santé, elles sont particulières. Elles s'inscrivent sur des temps longs, elles sont complexes. Souvent, une pathologie requiert plusieurs expertises. On fait des consultations pluridisciplinaires. Eh bien, ça se traduit dans les données. Et donc, on a eu à cœur de notre gouvernance de pousser systématiquement des duos, un expert de la base de données, du traitement de l'information, mais un expert des données elles-mêmes, et ça, c'est évidemment capital. On sent bien que de nouvelles coopérations professionnelles se développent, naissent et se développent avec l'essor de l'IA. Je voudrais qu'on entende Elvire Bordan, parce qu'on a commencé, ça y est, au cœur du sujet, avec cet exemple d'entrepôt de données. Donc vous êtes sociologue. Comment vous les regardez, vous, ces données qui deviennent de plus en plus massives, présentes autour de nous? J'essaie de les comprendre à partir des usages, c'est-à-dire à partir de la manière dont nous devenons des données et ce que ça implique en tant qu'usagers ou comme nous les fabricants en tant que professionnels. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin avec le consentement éclairé, pour commencer, c'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un qu'il est des données. Alors, je vous donne un exemple de sociologue. Tous les ans, j'enseigne que les enfants d'agriculteurs font très peu d'études supérieures. Et il y a toujours quelqu'un pour me dire non, c'est pas vrai, parce que je connais quelqu'un qui connaît un fils d'agriculteur qui a fait de grandes études. C'est-à-dire qu'il faut déjà, pour pouvoir savoir ce que sont les données qui sont produites à partir de nous-mêmes, admettre qu'on est tous semblables à d'autres, comparables et surtout prédictifs. Parce que si on traite toutes ces données, c'est pour qu'elles nous apprennent des choses sur nos manières d'agir. Et ça, c'est pas évident. Et une fois qu'on l'a compris, est-ce qu'on est d'accord pour les communiquer, ces données? Et on n'est pas tous égaux sur ces compétences qui nous permettent de comprendre le sens qu'ont nos données. Petit exemple personnel, moi depuis que je travaille sur ces sujets, j'ai arrêté de dire la vérité quand je remplis des cartes de fidélité dans les magasins. Juste pour leur compliquer la vie quand ils m'analysent après, vu que je ne sais pas ce qu'ils font de mes données. Donc ça, c'est une bonne hygiène de vie numérique, c'est ça? Je ne sais pas si je vous la conseille, mais ça pose la question, est-ce que les inégalités sociales de santé qu'on connaît aujourd'hui, demain, ne vont pas s'ajouter à des inégalités de santé
d'ordre lié aux données, parce que les données qui auront été captées n'auront pas été faites avec le plein consentement des personnes. Et en quoi, finalement, ça pourrait favoriser les inégalités? Quelqu'un qui, par exemple, a de mauvaises habitudes alimentaires, d'activité physique. Est-ce qu'on a envie que cette personne, sans le savoir, se prive dans quelques années d'une assurance, ou que son assurance soit rendue très chère au détriment d'autres? Ou par exemple, qu'on ne l'aide pas à payer sa mutuelle l'année suivante. Il existe aujourd'hui des aides à la mutuelle. Je travaille principalement sur les inégalités sociales. Et qu'on dise qu'on la paye une année, mais que l'année d'après, on la paie plus suivant comment la personne s'est comportée. Parce qu'après tout, si le bracelet qu'on lui a mis a permis de voir qu'elle mange un peu trop gras ou qu'elle boit un peu trop, il n'y a peut-être pas forcément un consentement collectif à lui payer sa mutuelle. J'ai l'air là de le dire dans le vide, mais pour vous donner un exemple très concret, tout ce matin, on a dit attention, artificiel oui, mais intelligent non. C'est pas la machine qui est intelligent, c'est nous, et c'est nous qui apprenons à la machine. Admettons qu'on soit pas si intelligent que ça non plus. Et c'est ce qu'ont prouvé les algorithmes, notamment dans le système judiciaire aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus développés, en étudiant des algorithmes qui servaient aux juges à prendre leurs décisions. Donc un fondement sur les données pour le rendre beaucoup plus rationnel. On s'est rendu compte que ces algorithmes surcondamnaient les personnes noires et les condamnaient à des peines plus longues. Parce que les êtres humains du système judiciaire ont des biais. Et si les personnes qui produisent les données ont des biais dans la manière dont elles prennent leurs décisions, les machines à qui on apprend à raisonner avec ces données auront des biais également. Donc les données nous reflètent nous et reflètent notre manière de penser. Et reflètent nos décisions et nos manières de voir la société qui ne sont pas toujours les plus rationnelles au départ. On va entendre le professeur Bonneau qui est juste à côté de vous. Il y a des perspectives très intéressantes avec le développement du big data en santé. Et vous les attendez, ces perspectives? Non seulement on les attend, mais on les utilise. Moi, je suis généticien, donc le big data, on l'utilise absolument tous les jours, puisque donc, on a les capacités maintenant de séquencer en routine au moins les parties codantes du génome qu'on appelle l'exome, et le génome total très rapidement, enfin en routine dans quelques années à peine. Et donc ça génère des big data, ça c'est des milliards de variants de l'ADN et qu'il faut bien traiter. Et donc ces variants sont traités par l'intelligence artificielle, heureusement, parce que évidemment nous n'y arriverait pas tout seuls. Et donc évidemment après le problème c'est l'interprétation de ces variants, puisque quand on séquence l'ADN complètement, on obtient des milliers de variants qu'on passe à travers des filtres, et puis au bout d'un moment, à travers les filtres qu'on utilise, on n'a qu'une dizaine de variants qui nous intéressent vraiment, et ces dizaines de variants, c'est l'intelligence humaine qui les sélectionne. C'est-à-dire qu'en confrontant ce qu'on sait de la variation de l'ADN, et puis ce qu'on sait du patient, ou de la personne, pardon, j'aime pas du tout le thème patient à vrai dire, de la personne à qui on a fait l'étude génétique, qu'on peut arriver au résultat. Et quand on n'y arrive pas, on confronte les données qu'on a à celles de bases de données, encore une fois, dans lequel on regarde si un cas identique a été décrit et on échange. Mais la décision du diagnostic finalement génétique revient évidemment à l'homme, bien sûr, et heureusement. Et à tel point qu'on ne peut pas se passer de l'expérience clinique. C'est-à-dire que les algorithmes, c'est très très bien, mais il est nécessaire d'avoir des médecins ou des personnes impliqués dans cette année qui ont une expérience, et il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle nous rende cons. Bon, ben voilà qui est dit directement. Vous voulez rebondir, professeur Gouraud? On revient vous voir après. Oui, absolument, parce que je trouve que c'est toujours extrêmement utile d'avoir un généticien médical avec nous, parce qu'effectivement, la génétique est certainement à l'avant-garde de ces big data dans le domaine de la santé. Vous l'avez très bien rappelé. Et je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'un individu, un patient, n'est pas réductible à ses gènes ou à ses variations, à ses mutations.
et qu'il n'y a pas non plus de destin génétique qui serait inscrit dans nos gènes. Et par extension, nous ne sommes pas, nos data, nous ne sommes pas réductibles à la somme des données qui seraient collectées, fussent-elles extrêmement importantes. Et il n'y a pas non plus, par extension, de destin qui serait inscrit dans nos data. Il y a certes des tendances, il y a des propriétés, mais qui sont en interaction avec un environnement qui lui-même est changeant. De votre côté à vous, généticien, professeur Bonneau, plus il y a de données, plus la connaissance avance. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas plus il y a de données, plus on sait utiliser, plus on sait trier parmi les données qu'on génère, et plus la connaissance augmente. Mais c'est absolument un tout, je me répète, c'est indissociable de l'expérience clinique. Indissociable, absolument. C'est-à-dire que et donc le fait d'arriver devant le généraliste avec son génome sur l'iPhone, c'est une image de journaliste. Ça n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Et la part de l'environnement est telle dans les pathologies humaines qu'il serait illusoire, comme tu l'as dit, qu'il serait illusoire de nous réduire à notre séquence d'ADN. Non, là où les perspectives qui ont été réalisées au cours des dernières années sont absolument, étaient inimaginables. Quand j'ai commencé la génétique, on ne savait pas du tout, ou pratiquement pas, séquencer le génome. Dans les années 2000, il fallait 13 ans et plusieurs milliards, 4 ou 5 milliards de dollars pour séquencer le génome. Aujourd'hui, il faut 48 heures et 1000 euros. Voilà. Si on génère autant de données, le premier génome qui a été séquencé, c'est celui de Watson et Crick, vous savez. Et donc, il a fallu plus de 10 ans pour le séquencer. Aujourd'hui, en 48 heures, on séquence le génome de tout le monde. Et donc, évidemment, c'est des progrès qui sont passés en moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Et donc, ça a généré ça génère des espoirs, bien évidemment, puisque maintenant, on arrive à faire des diagnostics de maladies rares beaucoup plus facilement, mais on n'arrive pas chez tout le monde. C'est-à-dire que, encore une fois, l'illusion que la séquence du génome va résoudre tous les problèmes des maladies rares ou les problèmes des maladies communes en mettant l'un à côté de l'autre toutes les variations et en analysant, pour moi, relève encore du mythe. Et donc, il est encore moins pour les maladies communes comme l'hypertension artérielle, comme l'infarctus du myocarde, il est bien plus utile d'agir sur son environnement que d'agir sur son génome. D'ailleurs, on ne peut pas. Donc voilà. Et donc voilà, il faudrait pas que nous pensions être sauvés, l'humanité sauvée par les données du génome qu'on a séquencé. L'environnement et l'amélioration de l'environnement une plus grande marge de progression pour nous à l'heure actuelle, surtout maintenant. Est-ce que vous êtes concerné par les enjeux de confidentialité sur les données? Oui, bien sûr. Ouais. Très concerné. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les données du génome ne sont absolument pas confidentielles. C'est-à-dire qu'il y a eu un article il y a quelques années dans Science où, à partir des données de l'ADN, sur 5 ou 6 personnes, en croisant tout ce qu'on a sur l'ADN récréatif, enfin, toutes les données qu'on a, les gens sont arrivés au nom et à l'adresse de la personne avec son ADN. Je cite un autre exemple, dans plusieurs affaires judiciaires américaines, il y a eu plusieurs cas non résolus qui étaient très très vieux et on disposait de l'ADN de la personne supposée coupable. Et donc, cette personne n'était absolument pas dans les registres. Et donc, en croisant les données de l'ADN récréatif, c'est-à-dire l'ADN qui est des données... Donc il y a plusieurs millions d'Américains qui ont donné leur ADN pour savoir d'où ils venaient. Et donc, en croisant les données de ces fichiers, en rentrant la séquence de l'ADN du présumé coupable dans les fichiers, ils sont arrivés à 2 personnes qui étaient apparentées à cet individu. Avec des généalogistes, ils ont remonté la généalogie des gens qu'ils connaissaient, qu'ils avaient identifiés, et ils ont vu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui collait, et ils l'ont... c'était le coupable. Enfin, en tout cas, c'était la personne qui était présumée coupable. Voilà. Donc, la confidentialité pour l'ADN n'existe pas. Donc, vous savez d'où vous venez,
Et puis, encore une fois, ça peut être tout à fait identifiant. On l'a dit tout à l'heure, l'entrepôt de données du CHU de Nantes a été validé par la CNIL en avril de 2018. Enfin, validé, il y a eu l'accord, disons que la CNIL a regardé de près un petit peu la manière dont vous envisagiez les choses. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui, Régis Châtelier, en termes de contexte, en termes de cadre réglementaire? Alors, je vais bien faire la différence avec la recherche, qui est une chose dont on a parlé, et ce qu'on avait travaillé notamment sur le domaine de l'IA et la prise de décision. Donc, c'est deux choses vraiment qu'il faut séparer déjà. Donc, je vais vous répondre sur la partie, justement, et c'est un peu ce qu'on pourrait rebondir. Nous, les données génétiques, on appelle ça les données pluripersonnelles chez nous. Parce que, justement, on est sur une donnée personnelle, mais qui est partagée. Et donc, l'idée, c'est les notions de consentement sont d'autant plus complexes parce que quand on consent, potentiellement, on embarque toutes les personnes qui partagent une part de notre ADN. Et c'est là où ça pose des grandes questions. Et donc, justement, par rapport à toutes ces questions, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait de ces algorithmes et quelle va être la prise de décision. Et en fait, au-delà de la recherche, ce qui est important de voir, c'est qu'on avait travaillé notamment en 2017 sur la notion d'éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour se poser les questions de justement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des biais, on sait que les données qu'on embarque vont potentiellement embarquer des biais historiques, notamment tout ce qu'on a cité jusqu'à présent. Et donc, il convient d'être extrêmement vigilant sur l'usage qu'on va pouvoir faire de ces technologies. Donc, ce n'est pas d'abord des choses qui ne sont pas non réglementées. Il s'avère que le règlement européen, donc le RGPD, vous avez tous entendu forcément parler, ne serait-ce que dans vos emails, le RGPD en fait est un cadre qui est assez générique et qui permet déjà de poser un cadre qui répond à certains grands enjeux. Et en fait, dès lors qu'on traite des données à caractère personnel, il y a un article du règlement européen, qui est l'article 22, qui interdit, qui correspond au droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Donc, par défaut, il est interdit de prendre une décision juridique sur une personne, sauf effectivement un contrat, un consentement éclairé, ou alors un texte de loi au niveau de l'État, au niveau de l'Europe. Donc pas de décision 100% automatisée, ça c'est la avec règle. des conséquences juridiques. Donc après, conséquences juridiques, on peut le redéfinir après, mais qui est une conséquence importante pour la personne en tout cas. Ça veut dire que dans le domaine de la santé, a priori, on ne peut pas, en tant que patient, faire l'objet d'une décision uniquement à base d'un outil d'intelligence artificielle. S'il n'y a pas un cadre si on n'entre pas dans ces trois cadres, effectivement. Mais à partir du moment où on le met en œuvre, l'individu conserve des droits et on a des obligations qui sont l'obligation de transparence. Donc l'information concernant la logique sous-jacente de la prise de décision, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure d'expliquer pourquoi on est arrivé à cette prise de décision. Ça, c'est important. Et également la sauvegarde des droits et des intérêts de la personne par son droit d'accès. Et également le droit, finalement, de pouvoir être certain qu'à un moment donné de la chaîne, il y a un être humain qui a pu intervenir et de pouvoir potentiellement contester, enfin au moins pour se faire expliquer cette décision. Donc ça, c'est les grands principes, en tout cas, qui permettent déjà de répondre à un certain nombre d'enjeux, puisque sa grande force, c'est de responsabiliser les acteurs dès lors qu'ils vont avoir recours à ce type de technologie. Après, ça pose quand même d'autres questions. Qui là, je pars sur la partie plus questionnement éthique, qui ne sont pas directement dans le texte du règlement européen. Dans ce rapport, en fait, on avait posé des grands principes qui pouvaient être intéressants justement sur le recours à ce type d'outils, qui étaient deux principes éthiques, qui étaient un, le principe de loyauté, et deux, le principe de vigilance. Loyauté, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que finalement, l'algorithme, ou le système en tout cas tel qu'il est mis en place, doit être loyal vis-à-vis des personnes à qui il s'adresse, notamment à des communautés de personnes. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous prenez l'exemple des assurances, demain on considère qu'un certain type de personnes sont potentiellement à risque, il ne faut pas que ça mette en cause le principe de la mutualisation du risque, par exemple, dans le cadre de l'assurance, ou d'autres personnes qui sont les personnes potentiellement de diverses origines ethniques, etc. Il y a plein d'enjeux. Donc, principe de loyauté, faire attention à ça. Et l'autre, qui est le principe de vigilance. Vigilance, pour nous, c'est sortir finalement de ce qu'on a pu entendre bien souvent, et c'était un peu le cas de la première petite scénette de tout à l'heure, cette illusion d'un droit des robots, enfin, que le robot pourrait acquérir la responsabilité juridique. L'idée, c'est exactement l'inverse, c'est de se dire que bien que l'algorithme parfois soit auto-apprenant, ça ne déresponsabilise pas les personnes qui le mettent en œuvre, mais il ne s'agit pas non plus d'aller chercher
une personne responsable, mais de voir une chaîne de responsabilité. Et sur cette base, il est important de mettre en place un principe de vigilance tout au long de la chaîne pour que l'éthique ne soit plus justement le fait de quelques personnes réunies dans une assemblée, mais au contraire que ce soit pensé sur toute la chaîne et que chaque personne, puis à son niveau, puisse questionner la mise en œuvre du système pour pouvoir, dans une logique de débat et délibérative au sein même des organisations, finalement, avoir cette logique qui permette d'éviter justement de perdre la main pour finalement ne plus savoir vraiment comment on est arrivé à cette prise de décision. Et vos préconisations en termes d'éthique, c'est proche du terrain, c'est ça? Il faut qu'on s'intéresse à tous les niveaux aux dimensions éthiques. C'est ça, tel que nous on l'avait conçu en fait. C'est un peu l'éthique dans la mise en œuvre en fait, l'éthique effectivement de différents outils, parce que au moins dans ce type de choses, pas que dans la santé, dans tous les secteurs, on voit bien qu'on a affaire à beaucoup de métiers, beaucoup de compétences, et c'est pas que les décideurs qui sont en mesure de prendre les bonnes décisions ou inversement. Donc finalement, à un moment donné, sur le numérique et sur des choses qui sont assez nouvelles, il est important finalement de responsabiliser tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit responsable juridiquement, bien entendu, mais au moins que chacun puisse intervenir dans la chaîne. Donc c'est vraiment cette idée justement c'est une forme d'éducation au numérique aussi pour tout le monde, qui est on peut pas toujours se défausser sur soit les personnes qui ont développé l'outil, soit la direction juridique, soit encore un autre, mais au contraire que ce soit une logique qui soit partagée pour que, le cas échéant, on soit en mesure de comprendre ce qu'on a voulu faire et de pouvoir l'expliquer. On va demander au docteur Karim Ould-Kassi ce qu'il en pense, notamment comment les mutuelles s'approprient ces apports de l'IA et du big data, parce qu'on a entendu parler de craintes, de menaces sur le modèle mutualiste en assurance. Alors comment vous appropriez-vous ces enjeux-là? Oui, tout à fait. Il y a effectivement un certain nombre de craintes, mais aussi des opportunités. Alors très brièvement, rappeler un peu le contexte de l'assurance santé en France. Donc tout d'abord, comme vous le savez certainement, l'assurance maladie obligatoire a tendance à reporter, à transférer un certain nombre de charges vers les assurances complémentaires. Et cela du fait de l'augmentation des pathologies chroniques qui sont devenues finalement difficilement assurables par l'assurance maladie obligatoire seule. Donc ces transferts s'illustrent par les franchises, les différents forfaits, par le secteur 2, qui est pris en charge par les mutuelles, si bien que les organismes de complémentaire santé sont soumis à des contraintes budgétaires intenses du fait de ce transfert. Donc ça, je dirais que c'est peut-être un premier élément de contexte. Un deuxième élément de contexte, il est ce que j'appellerais une forme d'institutionnalisation des complémentaires santé. D'une certaine manière, pour être caricatural, on peut dire que les complémentaires sont quelque peu administrés. Donc ça s'est traduit par la création des UNOCAM, donc Union nationale des organismes des caisses d'assurance maladie. Par autre exemple, la loi du 14 juin 2013, donc liée à la sécurisation de l'emploi, qui a généralisé l'accès aux complémentaires au sein du monde du travail, ou encore le 100% santé dont vous avez tous entendu parler. Donc un deuxième facteur, forme d'institutionnalisation, administration des complémentaires. Et puis peut-être un troisième facteur qui ressemble au deuxième, je dirais, ce sont des règles de gestion communes à tous les organismes de complémentaire santé. Donc il y a très peu d'industries finalement qui sont autant régulées. Et quand je dis règles de gestion communes, c'est par exemple un certain nombre de règlements européens, juste pour en citer un, dans le jargon on dit Solva 2, Solvabilité 2, qui imposent finalement des ratios entre ce qui est reçu par les assurances en termes de cotisation et ce qui est distribué en termes de santé. Donc la convergence de ces trois secteurs fait que, en réalité, l'ensemble des complémentaires santé, donc qu'ils soient assurances privées à but lucratif ou mutuelles en tant que telles, qui sont gérées par les adhérents qui les protègent, ou les instituts de prévoyance, donc ce sont les trois organismes de complémentaire santé, eh bien ces trois organismes sont soumis à de très fortes pressions économiques et sont très homogènes en réalité, et ont très peu de marge de différenciation entre elles. Et tout cela, c'est pour vous donner un exemple de ce contexte, eh bien en 15 ans, le nombre de mutuelles a été divisé par 3.
le nombre des instituts de prévoyance a été divisé par 2 et on assiste aujourd'hui à de gros regroupements pour essayer de se donner de la solidarité, de la solidité économique. Ce qui est le cas chez vous au groupe Vive. Ce qui est le cas chez nous. Et donc ça, c'est très pesant, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Ça exerce des pressions très fortes. Exactement, donc très fort. Donc comment essayer de sortir de ces pressions, essayer de se différencier entre nous? Précisément, c'est par la dimension servicielle. Donc on a dit tout à l'heure que le groupe Vive était des mutuelles, donc gérées par les adhérents qui le protègent, mais c'est aussi 1000 établissements de santé ou sociaux, des services à la personne, des EHPAD, etc. Et effectivement, donc, un certain nombre d'organismes diversifient leurs services et de fait, l'intelligence artificielle, le traitement de la donnée, appliqué effectivement à l'accompagnement pour aider les personnes protégées à mieux vivre, font de fait partie des stratégies, partie intégrante des stratégies. Donc le bon côté, il est du côté des services, oui. On en a parlé ce matin, dans l'accompagnement et dans la santé. Par contre, du côté de l'assurance, alors du risque mutualisé. Oui. Alors effectivement, il y a un certain nombre de craintes. Donc, juste pour rester très, très brièvement sur la dimension servicielle, donc traitement lié à la data, ces opportunités soulèvent déjà un certain nombre de questions avant même de parler des risques. Les questions, c'est effectivement tout simplement l'accès à la data et la création des algorithmes. Qui est légitime, qui est reconnu comme acteur de confiance par les personnes à qui sont destinés ces services, qui réalise l'ensemble de ces services. Le traitement de la donnée, c'est classiquement le métier des grands acteurs des high-tech. Est-ce que c'est le rôle historique des organismes d'assurance? Voilà, en tout cas, il y a plusieurs acteurs qui vont justement sur cette dimension de création de services. Il n'y a pas que les mutuelles, il n'y a pas que les complémentaires santé. Oui, vous me disiez avant le débat, Amazon a envie de faire de la complémentaire santé, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y a l'industrie pharmaceutique à travers effectivement ce qu'ils appellent la stratégie Beyond the Pill. Comment est-ce qu'on fait pour apporter un service en plus du traitement? Il y a les professionnels de santé eux-mêmes. Il y a l'État, à travers notamment la création de l'espace santé numérique, si bien que sur cette dimension servicielle, différentes industries y vont. Et cela aboutira effectivement à une reconfiguration d'une manière générale de l'ensemble du secteur de la santé. Et puis pour revenir aux risques que vous évoquiez tout à l'heure et qui ont été évoqués, effectivement, donc juste pour rappeler ce qu'est un mécanisme assurantiel, donc on couvre finalement des sinistres. On couvre des sinistres. Donc on assure des risques. Et pour assurer des risques, effectivement, il faut une population large. Il faut être certain, en effet, qu'on puisse rembourser les personnes et que la survenue du risque est assurable par l'ensemble des personnes qui ont payé la cotisation. Donc les mécanismes mutualistes qui sont fondés sur des principes de solidarité avec des populations larges, effectivement, craignent, un détournement de l'utilisation de ces données qui viserait finalement à mieux caractériser le risque avec potentiellement derrière des phénomènes effectivement d'exclusion ou directe ou masqués par des augmentations ou des diminutions du montant des cotisations. Aujourd'hui, un assuré, quand il est un peu plus vieux, il paye plus cher. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça accélérerait cette différenciation? Alors, ça effectivement, ça l'accélérerait beaucoup. Et au-delà, effectivement, aujourd'hui c'est interdit. Aujourd'hui c'est interdit chez nous, mais on le voit effectivement voir dans d'autres pays, et parfois même de façon détournée. Pour vous citer un exemple et faire justement la synthèse entre ces deux opportunités et risques, on voit certaines assurances à l'étranger réserver le droit d'adhésion à un forfait au respect des politiques de prévention qui sont mises en place par cette assurance. Donc certains verraient initialement peut-être quelque chose de vertueux en se disant ça va renforcer la motivation des personnes en se disant si elles jouent le jeu, elles pourront bénéficier de ce schéma d'assurance. Or, en réalité, cela peut être perçu comme une forme de double peine, puisque les personnes qui ne sont pas capables de respecter ces politiques de prévention sont entre guillemets les bons risques, et du coup, c'est une façon masquée d'exclure entre guillemets les mauvais risques. Donc effectivement, lorsqu'on est attaché aux valeurs mutualistes et solidaires, on ne peut être qu'inquiet par effectivement la montée de ces phénomènes. Ceci dit,
on a effectivement placé le débat entre assureurs et patients ou assureurs et mutuelles. Mais en réalité, ces demandes de sélection et d'exclusion pourraient venir des patients eux-mêmes. Les patients, chacun d'entre nous peut se considérer comme peut-être un meilleur risque que le voisin d'à côté. Et dans notre société qui est marquée aujourd'hui par une forme de rupture des solidarités, eh bien, on pourrait très bien voir arriver demain une personne frapper à notre porte en disant moi, je fais mon sport, je mange très bien et j'ai un patrimoine génétique béton, je demande à payer moins cher. Donc effectivement, c'est tout le monde qu'il faut interroger. Ce n'est pas uniquement les assureurs, c'est l'ensemble de la société et l'ensemble de nos mécanismes de solidarité au sens large du terme. En tout cas, vous nous dites qu'aujourd'hui, le risque prédictif, qui est peut-être qualifié un peu mieux avec ces outils de big data, menace quand même vraiment votre existence. Alors, je dirais, c'est une opportunité. Moi, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, donc je pense qu'il faut regarder effectivement la dimension servicielle, effectivement comment faire en sorte qu'on accompagne mieux les personnes dans leur habitat pour diminuer la prévalence des pathologies chroniques, accompagner les aidants. Donc moi, je le vois vraiment comme une question d'opportunité. Après, comme dans tout, effectivement, il y a des risques potentiels, et parmi ces risques, je dirais, c'est la fin des mécanismes assurantiels au sens large du terme, parce que les assurances qui sélectionnent feront en sorte que ceux qui ne sélectionnent pas mourront, parce que ne se retrouvant qu'avec des gros risques et ne pouvant pas rembourser tout le monde. Mais ceux qui sélectionnent se feront eux-mêmes disrupter par des gens qui sélectionneront mieux, etc. Si bien qu'à la fin, il ne restera plus personne. Donc ça, c'est un élément. Et tout à l'heure, vous avez dit Amazon, pardon, je n'ai pas rebondi dessus. Donc c'est vrai que lorsqu'on évoque ces sujets, traitement data, on évoque tous le risque de disruption en se disant les personnes des high-tech vont arriver et devenir acteurs majeurs de toutes les industries, y compris sur l'assurance. Donc initialement, les complémentaires santé se racontaient ces histoires pour se faire peur en citant Uber et les taxis. Sauf qu'effectivement, il y a un an, Amazon a annoncé effectivement avec 2 partenaires, donc un c'est Berkshire Hathaway qui est l'un des plus gros fonds d'investissement mondiaux, donc Warren Buffett, et JP Morgan, donc une banque. Et ils ont annoncé à 3 la création d'un consortium sur la santé. Et ils ne sont pas connus pour porter les valeurs mutualistes chaque matin. On verra. En fait, personne ne sait vraiment ce qu'ils vont faire. On sait juste qu'ils vont sur la santé au sens large du terme, y compris sur la pharmacie, sur la dimension servicielle et sur l'assurance santé. Et le peu qu'on sait, on sait qu'il y a une sortie médiatique dans laquelle il disait qu'il serait capable de gérer Medicare. Donc c'est, pour la faire courte, l'équivalent de la Sécu, mais pour une partie de la population aux États-Unis. Donc ils ont dit qu'eux seraient prêts à le gérer mieux que les pouvoirs publics. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'ils essaieront de pousser et de porter. Et effectivement, si l'ensemble de l'industrie, tant du côté assurantiel que sur la dimension servicielle, est centré sur la donnée, c'est le métier d'Amazon. Et effectivement, en tout cas, nous, et je pense beaucoup d'acteurs, eh bien, ont pris la mesure du risque et effectivement développent une expertise, développent effectivement aussi des valeurs. Et au-delà, effectivement, de ces valeurs, je dirais, philosophiques et éthiques, c'est aussi constitutionnel de nos business models, basés sur la solidarité. Eh bien, on développe toutes ces dimensions. Et je dirais, la création du groupe Vive eh bien, préside et illustre ce souci et cette volonté de défendre ces valeurs. Avant de faire circuler les micros dans un instant, un mot quand même sur les données. Finalement, c'est le croisement de données qui ne sont pas forcément médicales. Je pense à vous, professeur Gouraud, du côté du CHU. Vous vous dites peut-être qu'avec les données biomédicales que vous avez aujourd'hui, si on y amène un peu de données météo, de pollution de l'air, etc., on peut peut-être enrichir aussi la connaissance autrement ? Alors, c'est tout à fait juste. D'abord, on parle souvent des GAFA, de Google, d'Amazon, de Facebook. Je vous rappelle qu'elles ne disposent pas des données d'IRM, des données qui sont générées dans le cadre de l'activité de soins, que ces données, elles sont souvent fragmentées, partagées par différentes institutions qui en assurent la sécurité. Le mieux possible, il ne faut jamais être trop arrogant sur le niveau de sécurité qu'on a à ces données, mais elles ne sont pas accessible et peut-être pour renverser le plan, c'est peut-être plutôt du côté des utilisateurs, des patients, de savoir quels sont les types de données que l'on rend publics
On voit parfois des examens publiés sur Facebook, ces IRM téléchargés sur des sites, etc. Parfois avec de bonnes intentions, mais certainement des pratiques qui posent problème. Une fois qu'on a rappelé que c'est peut-être une bonne chose qu'on ait des institutions publiques qui assurent la responsabilité juridique de la sécurité, de la diffusion des données, il faut effectivement voir qu'il y a plusieurs acteurs et que la valeur, elle est souvent créée dans le croisement entre différentes sources de données. Certaines de ces données sont du domaine public, et donc elles ne peuvent pas faire l'objet d'une propriété, d'une marchandisation. Et il y a certainement beaucoup d'informations à créer en croisant des sources de données. Par exemple, avec des données météorologiques. Alors quand c'est une période de canicule, c'est toujours un peu délicat d'en parler, mais c'est vrai aussi pour des données de pollution ou des données de changement de pression qui ont des conséquences, alors à l'échelle des populations, à l'échelle des probabilités, sur certains phénomènes de santé. Alors oui, on va rebondir avec vous et puis on n'oublie pas de faire circuler la parole. Allez-y, Elvire Bornand. Très brièvement, pour faire le pendant à ce que vous disiez des examens, je reprendrai un exemple qui nous a été présenté ce matin, c'est celui d'Alexa, vu qu'on a parlé d'Amazon. On peut dire que ça n'a rien à voir avec la santé, mais que ce soit Alexa et Google Home, vous allez acheter un produit, et ce produit, pour l'utiliser, vous allez lui poser des commandes. Et dans ces commandes, vous allez lui demander de prendre des rendez-vous, lui demander de rechercher une adresse, et vous allez, alors que vous êtes dans votre quotidien, lui donner des informations sur votre santé. C'est pour ça qu'on dit Amazon des livres et d'autres objets, mais se spécialise dans la donnée. C'est qu'avec ces outils qui sont des assistants personnels, Amazon arrive à capter un ensemble de données qui lui permettent d'aller sur tous les fronts, y compris la santé, pour vendre à des personnes des choses qu'elles ont contribué à fabriquer en donnant leurs données sans en avoir forcément conscience. Et c'est pas facile d'y penser au quotidien. Effectivement, nous sommes complices tous, c'est ça finalement, de cette fuite de données massive, parce qu'on n'en a pas conscience. Juste pour faire le lien avec ce que vous disiez sur les données de recherche, après, par rapport à ce que vous dites, en France, quand même, on a des données de qualité. Donc, vous êtes meilleur que moi pour le dire, mais on a beaucoup parlé du Google Flu Project, qui était le prédictif de la grippe il y a quelques années. On avait besoin d'avoir recours à ce type, c'était par rapport aux requêtes de recherche sur les symptômes. Il s'avère que c'était un moyen pour compenser le fait qu'ils n'avaient pas forcément très bonnes données sanitaires, qu'en France on n'avait pas besoin de ce genre de choses parce qu'il y a un système sanitaire, un système de protection, de création de données qui est intéressante. Et justement par rapport à ça, nous on a travaillé pas mal sur la notion de données d'intérêt général depuis un an et demi à peu près. Et justement, on pensait à toutes ces notions de partage de données d'intérêt général et penser le partage d'une manière qui soit régulée. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est aussi valable pour l'assurance que pour le domaine de la santé. À un moment donné, il est important qu'on pense à ces systèmes et qu'on les co-construise dans un cadre européen qui a ses grands principes, ses grandes valeurs, ses droits fondamentaux. Et aujourd'hui, l'enjeu, justement, c'est sur des projets comme vous pouvez porter ou sur d'autres qui sont en cours, voir comment on peut justement, on a les données, comment on va pouvoir les faire circuler dans le respect des droits des personnes, avec des systèmes qui ne vont pas être faire du copier-coller de ce qui se fait ailleurs, parce que souvent ça ne colle pas forcément avec nos grands principes, mais justement d'être dans une logique de construction à l'échelle française et européenne, de partage de données. Et il est possible justement de construire des modèles qui soient à la fois vertueux, ou protecteurs des droits des personnes, et en même temps qui répondent à des objectifs de recherche ou autre. Donc c'est important de penser qu'il n'y a pas un seul moyen, il n'y a pas deux modèles, il y a la possibilité d'aller vers un modèle qui permette d'aller vers les deux objectifs à la fois. Merci pour la précision, Monsieur Châtelier, de la CNIL. Alors oui, on va aller à votre rencontre. Je repose la question pour savoir si Éric Filliol nous a rejoint. Non, visiblement, voilà. Mais en tout cas, si vous nous entendez, Monsieur Filliol, n'hésitez pas pour parler de sécurité des données, sinon ce sera pour une prochaine fois. Alors, dernière séquence d'interaction, mais elle va être longue. On a encore un peu de temps avant d'entendre le professeur Beru qui nous a rejoint, qu'on salue. Voilà, vous pouvez dialoguer avec nos intervenants. Donc, je vous remercie pour vos interventions et tous les apports que vous nous faites. Mais pour moi, le numérique peut vraiment améliorer le quotidien de chacun à condition qu'on crée la confiance dans les usages du numérique.
Cette confiance passera par l'éducation, vous l'avez soulevé, parce qu'il y a quand même une méconnaissance du grand public sur certaines pratiques de certains acteurs. Donc l'éducation, certes, mais aussi une éthique des acteurs. Donc tout à l'heure, ce matin, je parlais de la Smart City, et certains acteurs ont décidé d'utiliser la collecte de données dans le cadre de la Smart City, et notamment la qualité de l'air, pour améliorer le quotidien de certaines personnes plus vulnérables, notamment Vive, qui fait partie de ces acteurs. On parle du maintien à domicile des personnes, les personnes vieillissantes, problème de la prise en charge dans les hôpitaux, on les ramène plus tôt, on développe l'ambulatoire, on ramène les gens chez eux. Ok, mais c'est par le big data, c'est par l'IA, c'est par les objets connectés qu'on va mettre en place qu'on va pouvoir ramener en sécurité ces personnes à leur domicile. Mais pas n'importe comment. Il faut protéger la vie privée, il ne faut pas les rendre encore plus vulnérables, parce que le numérique va-t-il créer de nouvelles vulnérabilités? Ça passe par la sécurisation, la cyber, mais pas que. C'est aussi sécuriser les comportements utilisateurs en les éduquant. Et ça, c'est l'affaire de tous. Et il faut savoir accompagner les usagers comme les professionnels de santé, parce que s'ils maîtrisent l'hygiène hospitalière, sur l'hygiène numérique, je pense qu'ils ne sont pas encore très bons et qu'ils sont un peu crasse-pouilles encore. Donc, merci pour votre intervention. On parle depuis pas mal d'années maintenant de l'éducation thérapeutique des patients. Ça veut dire qu'il faut penser à l'éducation un peu numérique des patients? Oui, effectivement, je peux vous donner une action qui est mise en place par MGEN de ce point de vue-là. Donc, il est développé une action d'éducation au numérique en milieu scolaire, précisément pour familiariser dès le plus jeune âge les enfants à l'ensemble des problématiques soulevées par le numérique, le bon usage. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc pour être certain, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une maîtrise de la population. Il s'agit d'un enjeu de démocratie, disons-le. Il y a un enjeu de démocratie en santé, comme on a l'habitude de le dire, mais effectivement aussi un enjeu de démocratie en numérique. Donc il convient effectivement de favoriser l'éducation de ce point de vue-là. Il a été aussi cité tout à l'heure une action qui a été mise en place donc sur les données de Smart Cities. On travaille effectivement aussi sur les données environnementales, de pollution, pour justement essayer d'accompagner les personnes de ce point de vue-là. Et puis, bien évidemment, le retour au domicile, puisque aujourd'hui l'ambulatoire est favorisé, bien effectivement peut trouver dans le traitement des données une forme d'aide, mais certainement pas un salut en tant que tel. Il convient effectivement d'inscrire les données dans un but précis et surtout dans une organisation territoriale actée. La donnée n'est pas une solution magique, ce n'est qu'un moyen au service d'un but défini et qui s'inscrit au sein d'une organisation qui reste à construire. Donc voilà, donc vraiment, nous en tout cas, on garde cela à l'esprit. La data, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. Elvire Bornand, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces patients? Est-ce que vous sentez que la porte peut être ouverte chez les patients à une approche un peu plus éthique de leurs propres données, quand on voit le peu de précautions que prennent beaucoup d'utilisateurs de réseaux sociaux, par exemple? L'ennui, c'est que le patient va devoir décider à un moment où sa tête est encombrée, parce qu'il vient d'entendre un diagnostic et parce qu'il se projette dans un traitement, et c'est pas le meilleur moment pour se dire bon, toute chose égale par ailleurs, je prends le temps de réfléchir aux données dont je consens à l'exploitation. Donc je pense que c'est des questions auxquelles on doit réfléchir en amont en tant que tous usagers du système de santé, et pas à un moment où on va être malade. Et c'est vraiment pas facile. Je sais pas comment chacun de nous là a un imaginaire de ce que ces données permettent. C'est vraiment pas facile de se rendre compte de ce qu'on produit comme données et de l'utilisation qui peut en être faite. Donc moi, je suis vraiment plutôt dans l'interrogation de comment est-ce qu'on va pouvoir produire du consentement éclairé, que de pouvoir dire ce sera de telle façon.
je vais reprendre mon exemple mercantile, ma carte de fidélité. Je sais que mon magasin va me donner 3 € tous les 200 € d'achat, mais je ne sais pas tout ce que mes 200 € d'achat lui auront permis de savoir, de combien de personnes habitent à mon domicile, de quels sont mes produits préférés et de ce que la qualité de mon alimentation produit sur ma santé, par exemple. Je n'arrive pas à mesurer ce que ça permet. Du côté du CHU, professeur Gouraud, à Nantes, avec l'entrepôt de données, comment vous appréhendez les choses? Vous prévoyez d'informer le grand public, les citoyens et patients, qui sont les deux en même temps des fois? Le plus gros du travail pour nous, ça a été de mettre en place un circuit d'information individuel des patients. Alors c'est le principe de non-opposition qui s'affirme, mais néanmoins, depuis avril 2018, chaque patient qui rentre au CHU Nantes est informé que ces données sont conservées, qu'elles peuvent être utilisées à des fins d'évaluation des pratiques. C'est important que l'établissement puisse analyser ces pratiques et puisse aussi être utilisé pour faire de la recherche et de son droit à s'opposer à ces usages de données. J'étais très sensible à votre question parce que sur le territoire de Nantes et plus large, on a mis en place un collectif qui s'appelle Naoned IA et qui s'interroge avec des acteurs du monde académique, spécialistes, des chercheurs en intelligence artificielle, des utilisateurs comme nous le sommes avec un certain nombre de groupes au CHU. On utilise ces nouveaux outils qui nous effectivement transforment nos pratiques. Et puis des acteurs privés, puis des banques, etc. Et la première réunion, c'est il y a tout juste un an. On a partagé un peu ce qui nous préoccupait et on en a fait une charte. Je vous avoue que jusqu'à une époque, je me dis, tiens, on a fait une charte de plus sur l'intelligence artificielle. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on la discute à chaque réunion, qu'on avait 7 principes, qu'elle en a 8, que jusqu'à vendredi dernier, on a encore discuté la formulation de cette charte. Et par rapport aux plus d'une soixantaine d'initiatives de type charte, recommandations, qui ont été créées sur l'intelligence artificielle, finalement, je me suis dit, nous, notre charte, c'est un point de départ plus qu'un point d'arrivée. C'est une approche par en bas, même si ce sont des experts mais qui sont en tout cas de différents niveaux ou de différents mondes. Par exemple, j'étais tellement orienté sur mes données patients, le respect de la vie privée, que j'avais oublié qu'il y avait des données dans mes formulations. J'oubliais de dire qu'il y avait des données qui appartenaient au domaine public. Celles-ci, évidemment, elles appartiennent au domaine public. Et vous voyez, parmi ces principes, il y en a un qui, je crois, doit aiguiller notre attention et qui dit je dois être sensible à ce qu'un utilisateur ou une institution ne fasse pas l'objet d'un traitement d'intelligence artificielle sans en avoir conscience. Donc on retrouve ces histoires de transparence. Sont souvent des principes ou des intuitions qui sont déjà inscrits dans la loi, dans les règlements européens. Et peut-être que là, à travers ces chartes, on a trouvé une manière de faire notre propre éducation, et en tout cas à partir des usages sur un territoire, ça me semble important. Et ce que vous dites, c'est que ça va mieux en le disant, finalement. Les chartes permettent de réexpliciter ce qui est un peu enfui dans les sous-dossiers de la CNIL, qu'on ne connaît pas tous, les textes importants, c'est ça? Je serais bien en peine de citer tous les articles avec précision, mais il y a aussi un enjeu vraiment de se saisir de ces enjeux d'éthique. Là où il y a peut-être justement un danger de reléguer la réflexion éthique à des éthiciens, de dire bon ben moi je fais mon petit truc, mais voilà, la valeur éthique dépend des usages. Et bien au contraire, en fait, la première chose qu'on a posée, plutôt que de parler de technique, d'ordinateur, de puissance de calcul, eh bien c'est de dire mais pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, et comment en confrontant notre point de vue, certainement on peut se décentrer sur les usages. Et vraiment au centre, ce sont les usages et les interactions, enfin les usages, comment ces applications sont mises au service d'utilisateurs et les interactions qu'elles vont conditionner, par exemple, entre un soigné et un soignant. On retourne recueillir vos commentaires, vos questions. Voilà, merci, c'est à vous. Bonjour, Jean-Bernard Demont, je suis administrateur d'Harmonie Mutuelle. Sur la notion d'équité, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'un patient, un individu aujourd'hui, a toujours du mal à accéder à ses données de santé. Il n'est pas aisé, même lorsqu'on va voir son généraliste qui nous recommande un spécialiste, d'avoir accès même à l'information qu'il lui transmet. Le médecin a pour habitude de mettre sous cachet
la lettre qui va être adressée aux spécialistes. Obtenir de la part de l'hôpital son dossier médical, c'est la croix et la bannière. Je voudrais donc interpeller M. Gouraud, qui a commencé à répondre à ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le consentement de millions de personnes pour utiliser leurs données de santé? Voilà, ça c'est une vraie question, alors qu'elles-mêmes, elles n'y ont pas accès. Et puis deuxième question que je voulais poser à M. Châtelier, c'est le Conseil national du numérique recommande que l'espace numérique de santé soit pré-rempli, contrairement au dossier médical personnalisé, qui est vide et qui semble très compliqué à remplir d'ailleurs. Quel est votre sentiment par rapport à ça, d'un ENS qui serait automatiquement alimenté par les informations de santé? Alors, une question pour M. Châtelier et une question pour le professeur Gouraud. Monsieur Châtelier, vous répondez sur la dernière question, la deuxième partie? Oui, j'aimerais vous faire une réponse qui soit pertinente et la meilleure possible. Je vous avoue que je ne peux pas voter en touche, mais ça dépendrait des conditions et de la manière dont c'est mis en œuvre. En fait, c'est toujours pareil, du point de vue de l'individu. Mais effectivement, s'il s'agit, sans prendre le cas du CNUM, s'il s'agit de faire en sorte que les personnes puissent avoir un meilleur contrôle et meilleur accès à leurs données, dans le cadre RGPD, ce serait une bonne idée. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, que je n'ai pas en tête précisément la recommandation du CNUM. Donc à creuser, merci. Professeur Gouraud. Cet entrepôt de données, il existe à des fins de recherche. Monsieur Châtelier nous l'a rappelé. Donc c'est d'abord des données qui sont vraiment anonymisées. Il y a 5 personnes uniquement au CHU de Nantes qui ont accès à collecter qui peuvent analyser ces informations. Et donc nous, notre principe, c'est vraiment la transparence. On est extrêmement transparent sur l'ensemble des projets qui sont faits de recherche à partir de ces données. Il y a une adresse email, encore une fois, vous pouvez lui écrire si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées. Ensuite, quand on bascule du côté des données de soins, c'est une autre discussion, c'est d'autres usages. Peut-être, et ça fait partie des points de discussion pas simples qu'on a avec la CNIL, peut-être qu'un outil qui est pensé pour la recherche pourrait avoir une utilité en soins, et à ce moment-là, comment on l'utilise, ça peut ne pas être notre demande, ça peut être ça peut être fondé par la demande des patients ou par la demande des soignants. Comment on utilise ça? Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur notre gouvernance. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur peut-être l'idée que le risque dans toutes ces données qui deviennent beaucoup plus facilement accessibles, on le voit très très bien en génétique, c'est de ne pas laisser le patient tout seul face à ces données. Je ne dis pas qu'il faut l'empêcher d'accéder à ces données, je dis simplement que toute donnée, et en particulier quand on parle de données génétiques en accès libre, dont l'usage est interdit en France, ça a des conséquences sur la perception qu'on a de son soin. Donc il y a des équilibres à trouver qui sont pas faciles. Maintenant, les institutions publiques ont le devoir, l'obligation légale de faciliter l'accès aux données des patients pour leurs soins, et ça devrait être plus facile que ça ne l'est aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Vous parlez des données génétiques, mais qui est disponible pour renseigner les patients? Il y a professeur Bonneau, c'est quoi, 6 mois d'attente pour un rendez-vous avec vous? Comment ça se passe? Parce qu'on le sait, en génétique, il y a un risque de... Le facteur limitant à l'heure actuelle en France pour les données génétiques, c'est les capacités de séquençage. Donc j'ai dit que, bon, d'abord, premièrement, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une séquence de son génome, ça c'est absolument clair, mais donc pour les personnes qui sont en situation pour lesquelles on a diagnostiqué une maladie potentiellement génétique, il y a une énorme inéquité du séquençage de l'exome et du génome en France, pour une simple raison, c'est que cette technologie n'est pas disponible partout. Dans les pays de la Loire, on a beaucoup de chance parce que nos directions générales nous ont donné de l'argent pour le faire. Et donc Angers et Nantes sont très très privilégiés par rapport, et Le Mans aussi, parce qu'on travaille Angers et Le Mans ensemble, sont très très privilégiés pour l'accès au séquençage de l'exome et à moindre degré du génome. Donc une très 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 grande iniquité. Et ce n'est pas les plateformes qui ont été mises en place par le gouvernement Valls, qui prévoyait 12 plateformes de séquençage à haut débit sur le territoire et finalement qui se termineront par 2, qui vont résoudre le problème, loin de là. Parce que donc moi je suis généticien médical, donc je m'occupe de maladies génétiques mendéliennes, c'est-à-dire que c'est celle qui se transmet dans les familles, mais évidemment le séquençage du génome est extrêmement important pour le cancer.
le cancer est une maladie génétique de la cellule, donc c'est extrêmement important. Et donc, ça va créer c'est déjà une très très grande disparité. Donc ça, c'est la plus grande inéquité pour l'instant. Et sur la question d'être seul face à ces données, c'est impossible. Je veux dire, personne, y compris moi, je veux dire, on ne peut pas interpréter seul ces données génétiques. Donc il y a effectivement, donc, par le biais des filières maladies rares, toute une politique qui est menée d'éducation sur ce que c'est que la génétique, ce que c'est que le séquençage à haut débit pour les personnes qu'on a en face de nous en consultation. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est absolument impossible à appréhender pour une personne seule. Et si on n'est pas guidé pour non seulement l'interprétation, bien évidemment, mais l'explication des résultats, c'est évidemment catastrophique. Alors, l'autre problème extrêmement important, c'est que quand on génère des données aussi importantes de génétique, sur génome, on génère évidemment des données qui intéressent la maladie pour laquelle les personnes viennent pour avoir un diagnostic, mais on génère ce qu'on appelle des données secondaires, c'est-à-dire des données qui n'ont rien à voir avec le motif de consultation. L'exemple que je donne tout le temps aux patients que je vois, c'est écoutez, on va chercher la cause de la déficience intellectuelle de votre enfant, qui est probablement génétique, mais il se peut qu'on trouve une susceptibilité pour le cancer du sein. Et ça, c'est encore plus difficile à appréhender parce que les personnes qui viennent en consultation ne sont pas venues pour ça. Et donc, c'est une question extrêmement importante. Donc, dans la loi de bioéthique qui va se discuter à la rentrée au Parlement, on aura le droit d'informer ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, d'informer les personnes sur ce qu'on appelle les données incidentes. Ceci dit, c'est évidemment, il faut y aller avec beaucoup de précautions parce que il va falloir faire œuvre de très grande pédagogie pour expliquer ce qu'on a trouvé. On rebondit sur d'autres questions, d'autres commentaires. Voilà. Je crois que le micro est entre les mains d'un monsieur. C'est à vous. Bonjour, Antoine Hercé, étudiant en économie sociale. Moi, je voudrais savoir, par rapport à toutes les données que vous avez recueillies, est-ce qu'il y a la mise en place, après, derrière, d'une amélioration de la prévention, de la promotion et de l'éducation à la santé, que ce soit au niveau de la population de manière générale, mais aussi dans l'éducation nationale? Alors, qui peut répondre à cette question? Du côté du groupe Vive, vous l'avez dit, à travers... Alors, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais il y a la mutualité française, il y a la mutualité Anjou-Mayenne, il y a des réseaux amis, on va dire, qui font un peu de la promotion de la santé. Oui. Ça, c'est un axe. Oui, effectivement, mais comme je le disais tout à l'heure, nos stratégies visent précisément à développer des actions d'accompagnement, donc ça veut dire également des actions de prévention. Et là, en l'occurrence, les différentes mutuelles qui composent le groupe Vive ont mis en place effectivement des actions de prévention. Par exemple, Harmonie Mutuelle a travaillé sur un programme qui s'appelle Better Eyes, donc un programme de prévention basé effectivement sur du traitement de données. De la même manière, MGEN a mis en place un programme qui s'appelle ViveOptime, qui est un programme de prise en charge des risques cardiovasculaires qui est basé aussi sur du traitement de données. Et puis au-delà même, je dirais, de ces actions données, de ces exemples donnés, d'une manière générale, oui, la mutualité est un acteur de la prévention à travers effectivement la mutualité française. Donc c'est SAM, c'est services d'accompagnement et de services. Et à côté de cela, on a, pour citer encore la MGEN, des actions de prévention qui sont mises en place en milieu scolaire pour les élèves, à travers par exemple l'association A2N, ou encore un acteur majeur de la prise en charge des risques en milieu professionnel pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, à travers par exemple ce qu'on appelle les réseaux PASS, à travers aussi des actions en lien avec des psychologues. Donc oui, je dirais la prévention et la dimension servicielle est dans l'ADN même du monde mutualiste. Mais est-ce que le big data révolutionne, change la donne un peu ou pas en prévention? Tout à fait, effectivement. Et c'est là précisément que nos actions, je dirais, d'innovation se focalisent. Pas dans leur entièreté, comme je le disais tout à l'heure, la donnée c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. Et surtout, ce n'est pas la seule façon d'innover, ce n'est pas la seule façon de prendre soin, ce n'est pas la seule façon de faire en sorte que les personnes que l'on protège vivent mieux. C'est un outil.
Et effectivement, nous sommes en train de travailler sur la question, en travaillant notamment sur des stratégies de plateformisation. Donc ça, c'est effectivement au cœur de nos actions actuelles. C'est quoi une stratégie de plateformisation? Alors précisément, l'idée, c'est plutôt que de créer, je dirais, un simple portail avec des traitements de données qui sont recueillis uniquement à travers ce portail, c'est de faire en sorte d'agréger effectivement des données grâce à des API, donc à des créations d'interfaces entre les différentes sources de données qui peuvent être captées. Elvire Bornand voulait rebondir, et puis j'avais une question après. Sur tout ce qu'a fait, alors je vais vraiment être du côté de la prévention, sur tout ce que fait actuellement la CPAM avec des sociologues, des politistes, ou dans une collaboration entre la CPAM et les chercheurs pour lutter contre le non-recours aux droits santé et aux soins. Il y a eu tout un travail de data mining et d'aller chercher dans les fichiers même de la CPAM des personnes qui pourraient être vulnérables et qui n'auraient pas activé leurs droits et aller au-devant d'eux en leur proposant des ouvertures de droits santé. Donc il y a vraiment des travaux qui sont faits aujourd'hui dans les données en s'appuyant sur toutes les recherches sur la vulnérabilité qui permettent d'aller vers des individus et d'améliorer leurs droits. Professeur Monod. Juste sur ce sujet, je pense que les big data peuvent améliorer la prévention au niveau de l'épidémiologie pour mettre en relation des facteurs qui n'apparaissent pas de façon très évidente. Je vais prendre un exemple. Donc, on connaît exactement, pratiquement au kilo près, le nombre ce qui est utilisé en pesticides en France, parce qu'à chaque fois qu'un agriculteur achète un pesticide, c'est enregistré. Et donc, on sait, canton par canton, combien il y a de kilos de pesticides qui sont déversés. Et donc, par un autre biais, on sait également quels sont les médicaments qui sont achetés dans chaque pharmacie de chaque canton. Et donc, il y a une équipe française qui a fait une étude pour mettre en relation le pesticide et la maladie de Parkinson. Donc, évidemment, ce n'est pas nominal, mais en regardant dans les pharmacies, on savait exactement combien il y avait d'antiparkinsoniens qui étaient distribués canton par canton. Et donc, ce qui apparaissait comme quelque chose d'absolument évident et apparu vraiment très net, c'est qu'il y avait une corrélation entre les antiparkinsoniens des cantons et la quantité de pesticides qui étaient déversés. Donc ça, c'est très, très intéressant parce qu'il n'y a que les big data qui peuvent sortir des trucs comme ça. Les relations entre des facteurs environnementaux. Nous, on travaille donc, avec une cohorte qui s'appelle la cohorte Constance, qui est la cohorte de la Sécu, qui est une cohorte des soins de santé et qui a un très très grand nombre de données de santé sur des gens volontaires qui vont dans les centres de santé et qui s'inscrivent dans cette cohorte. Et en particulier dans cette cohorte, il y a beaucoup de données sur l'environnement au travail, le bruit, la pénibilité, voilà. Et donc nous, ce qu'on veut chercher, c'est les relations éventuellement avec le génome. Moi, je m'intéresse au génome mitochondrial. Et donc, de regarder quelles sont les relations entre l'environnement et les modifications du génome. Et il ne peut y avoir que les big data pour extraire ça. Donc, des données épidémiologiques qui vont nous servir, bien évidemment, en prévention à grande échelle, ne peuvent être extraites, enfin à mon avis, que de données comme ça. Une question avant de retourner vous voir sur la démarche altruiste qui consisterait à alimenter soi-même en tant que patient des bases de données. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur le... Il y a des perspectives intéressantes ou pas de ce point de vue-là, Monsieur Châtelier? Étonnamment, c'est moi qui vais vous répondre. Oui, je ne m'y attendais pas. Tout à l'heure, je vous parlais de nos travaux. Enfin, moi, il faut bien... Pourquoi j'ai pas toutes les questions? Je ne suis pas le spécialiste santé de la CNIL, mais je suis dans l'équipe innovation et prospective. Et justement, on essaye d'explorer ce qui peut être possible de faire. Et notamment, on avait exploré ce cadre des données d'intérêt général. Et on avait aussi exploré un texte, le texte du RGPD qui a créé un nouveau droit qui s'appelle le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est le droit, jusqu'à présent, on avait le droit d'accès, donc le droit en lecture sur les données personnelles que détient un acteur. Avec le droit à la portabilité, on a le droit de les récupérer sous un format lisible par machine et communément utilisé, avec un deuxième droit associé qui est celui de les retransmettre à un autre acteur, un deuxième acteur, qui deviendrait à son tour responsable de traitement au sens de la CNIL, donc qui serait dans l'obligation de respecter le RGPD, mais avec de fait l'assentiment, le contrat, le consentement, enfin toutes les bases légales possibles de l'individu. Et en fait, ce texte a souvent été imaginé dans son pan concurrentiel,
sur le dire, ça nous évitait d'être bloqués dans un service privé du fait de la grande quantité de données qu'il détenait sur nous. Et nous, on l'a retourné, puisque rien dans le texte ne dit qu'on devait transmettre ces données à un acteur concurrent. On pouvait imaginer que peut-être demain, certaines personnes on parlait des données, de certains types de données, puissent effectuer cette portabilité vers un acteur, vers un commun, vers un acteur qui fait de la recherche. Après, il faut voir quel type de données, c'est pas valable pour tout et tout le temps, mais c'est une possibilité. Si aujourd'hui, il y a certaines données qui sont potentiellement de qualité ou en masse suffisante pour être traitées, donc c'est très prospectif, mais c'est une possibilité qui est offerte par le droit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que bien souvent, le droit est plutôt à la traîne de l'innovation. Là, potentiellement, c'est pas uniquement pour la santé, mais il peut potentiellement promettre des nouveaux usages, notamment sur de la donnée de capteurs ou différentes choses. Merci à vous pour la précision. Donc on retourne, j'ai eu des mains se lever tout à l'heure. Docteur Aurore Armand, voilà. On vous apporte le micro. Oui, j'avais une petite interrogation concernant la question de la notion de complicité qu'on donnait nos données, mais je pense que parfois on n'a pas le choix que de passer par ça. Par exemple, si je veux prendre un rendez-vous chez certains médecins, j'essaye par téléphone, les secrétariats sont inaccessibles, on m'oblige à prendre un rendez-vous par Internet, alors je ne me souviens plus trop. Du coup, je vais faire une recherche pour aller sur le site et tout ça, et ça va afficher, tracer le fait que j'ai pris ce rendez-vous médical. Mais en même temps, quel autre moyen et quel autre choix je peux avoir par rapport à ça ? Et puis, si je fais un scanner, une IRM dans un laboratoire privé, mais je pense à l'hôpital aussi, c'est peut-être pareil, on va me donner un code, un numéro pour récupérer les résultats, et puis on va me laisser un petit peu tout seul avec ça, ce n'était pas le cas avant. Et nous, on voit arriver dans les services d'urgence des trucs complètement paradoxaux, de personnes qui arrivent avec des codes et des résultats qui sont allés regarder et que personne ne leur aide à lire. Je parle pour la transmission de l'information et l'aide à la lecture de ces données-là. Et ça, c'est vrai qu'on est un peu pris en otage en fait par ces fonctionnements-là. Les personnes ne peuvent même pas refuser ce code. Il est là, il est accessible, donc ils vont aller regarder. De toute façon, la curiosité, il n'y a pas d'autre choix. Et puis, il y a le problème aussi de la disponibilité des médecins. Et puis, si on parle de l'équité et de la vulnérabilité, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas un super ordinateur, si je n'ai pas une connexion Internet qui me permette de pas bloquer mon truc au moment où je suis en train de prendre mon rendez-vous. Et là, on arrive... je travaille auprès des patients PASS, des permanences d'accès aux soins de santé, les patients migrants, toutes ces populations-là qui n'ont pas cet accès, qui n'ont pas forcément un iPhone en disponibilité, quoi qu'ils en ont pas mal, mais bon, c'est leurs moyens qu'ils ont pour aller contacter leur famille qui n'est pas à proximité, mais justement, c'est pas forcément utilisé dans ces cadres de récupération de résultats, etc., etc. Et les personnes âgées qui ont aussi pas forcément une laxité ou une aisance avec ces outils-là, alors sur l'hospitalisation, l'ambulatoire, sur les prises de rendez-vous, sur les suivis, sur les applications, etc., etc. Voilà, je pense que ça nécessite, en tout cas pour ces éléments-là, c'était le terme complicité. Je me disais, des fois, on est un petit peu pris en otage, puis on n'a plus trop le choix. Finalement, on est obligé de se plier à cette proposition-là, parce qu'il n'y en a plus d'autres, quoi. Oui, vous voulez rebondir juste pour les publics en très grande précarité. Je crois que des mairies ont lancé, c'est le cas de Nantes, des coffres-forts numériques, il me semble. Je ne sais pas si ça existe au Mans, pour les personnes en errance, au sens très large du terme. Alors, ouais. Le problème de ces coffres-forts, c'est qu'il faut trouver des personnes de confiance pour donner l'accès aussi. Et ces personnes de confiance, ces gens de la mairie, par exemple, ne vont pas vouloir, sinon elles vont se retrouver avec cette responsabilité qu'ils ne souhaitent pas prendre au niveau des données de santé de ces patients-là, quoi. Mais c'est un vrai... savoir où on va stocker les informations et les dossiers médicaux, comment faire les suivis. En plus, ils sont effrayés parce qu'il y a la crainte voilà, on ne va pas revenir sur les situations des migrants, mais c'est une particularité sur la protection des données qui est très spécifique aussi. Oui. Oui, non, juste pour dire qu'effectivement, parfois, on n'a pas le choix, et parfois, les données ne sont a priori pas des données de santé, et leur usage est effectivement détourné.
Par exemple, si on sait qu'un homme qui est d'âge mûr commence à tirer la chasse plusieurs fois la nuit parce qu'on le voit sur son relevé de compteur d'eau, bon, bah forcément, on va se dire que ça oriente vers une pathologie d'ordre prostatique, quoi. Voilà. Et de la même manière, si une personne âgée commence à allumer la lumière, on voit une augmentation de la consommation d'électricité pendant la nuit, eh bien, on se doute que la personne, peut-être, rentre dans la maladie d'Alzheimer. Donc, parfois, effectivement, on n'a pas le choix, et parfois même, eh bien, les données, de façon anodine, sont entre guillemets, travesties et utilisées à d'autres fins. Donc, méfions-nous des compteurs Linky, c'est ça, le message subliminal. Professeur Gouraud, je crois que vous vouliez compléter. Peut-être un élément, je me méfie beaucoup des mots. Et quand on parle de coffre-fort, quand on parle de portabilité, quand on parle de... Alors, vous avez bien dit d'intérêt général. Parfois, on parle de bien commun. Les données sont un bien commun ou un bien public. Je pense que c'est en fait une simplification qui est trompeuse. Les données, c'est pas un bien marchand, comme le soulignait le regretté Michel Serres. Quand je vends un poulet, je ne veux pas vous faire l'accent du Sud-Ouest, mais quand je vends un poulet en échange, vous me donnez de l'argent. J'avais un poulet, je ne l'ai plus. Vous aviez de l'argent, eh bien, vous ne l'avez plus. C'est un échange, c'est un bien marchand. Il y a quelque chose qui est perdu, quelque chose qui est donné. Ça ne marche pas bien comme ça dans les données, en fait. La portabilité, moi, ça m'évoque la portabilité du numéro de téléphone que je passe d'un opérateur à un autre, mais du coup, il y en a un qui ne l'a plus et un qui l'a. Les données, ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Et peut-être que de raisonner par simplicité sur... y compris dans la dimension juridique, sur un bien matériel, c'est trompeur et qu'il faut peut-être plus penser du point de vue culturel, du droit à l'image, et que ça, c'est peut-être en fait plus une meilleure source de conscience sur les enjeux associés à ces données. Portabilité du numéro de téléphone, c'est une confusion qu'on fait souvent. Et la portabilité ne dit pas effacement des données du premier acteur. C'est deux choses différentes. Et effectivement, et nous, c'est notre grand problème à la CNIL en général, d'expliquer ce que sont les données personnelles et ce que c'est que le droit à la protection des données personnelles. Parce qu'il y a un grand hiatus. Souvent, les gens confondent propriété des données, genre elles m'appartiennent. Que je sois le collecteur ou l'entreprise, ça m'appartient, je suis la personne, ça m'appartient. Ça appartient à tout le monde, au final, ça appartient à personne. Et effectivement, quand on parle de données personnelles, on parle d'une donnée qui est constitutive de l'individu, en gros. Donc il n'y a pas de notion de droit de propriété. Pourquoi il n'y a pas de droit de propriété? Pour une simple raison, c'est que le droit de propriété, ça implique la notion de cession de propriété. Et donc, on ne peut pas, effectivement, sur ce fameux poulet, si on vend le poulet à la personne, à un tiers, on ne peut pas revenir le lendemain en lui disant « rends-moi mon poulet », parce qu'on l'a vendu. Le propre de la protection des données personnelles, c'est que justement, on est sur des notions, on conserve toujours des droits sur nos données personnelles, à moins qu'elles aient été effectivement anonymisées, mais ça, c'est un autre cas. Et donc, le fait de consentir, on a beaucoup parlé de consentement aujourd'hui, le consentement, par exemple, n'est en rien un chèque en blanc donné à un acteur pour qu'il fasse ce qu'il souhaite de nos données. Et parmi les obligations qu'il a celle de tous les droits qui sont associés, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de suppression, portabilité aussi. Et donc, en fait, il n'y a pas de notion de cession de propriété, donc il n'y a pas de propriété. Et donc, c'est effectivement un bien immatériel, un bien cessible, un bien on duplique, etc. Et donc, c'est important de voir que c'est un bien qui est extrêmement particulier, et d'autant plus dans le cas des données personnelles, parce que le droit des bases de données hors données personnelles est déjà assez complexe à comprendre parfois, mais de bien comprendre que c'est constitutif de l'individu qui doit à tout moment conserver des droits, y compris celui de revenir sur sa propre décision. Donc le consentement n'est pas un acte qui vaut partout et tout le temps. On parle beaucoup depuis le début de l'après-midi des données des patients, mais pas beaucoup des professionnels. Les professionnels génèrent des données beaucoup en signant des synthèses, des diagnostics. Est-ce que là, il y a des préoccupations? Est-ce qu'on y pense un petit peu aussi au traitement de ces données générées par les équipes de professionnels? Comme données de santé, vous entendez? Les données produites dans le cadre médical sont des données de santé soumises à la protection des données, dès lors qu'elles sont rattachées à un patient. Donc, à la limite, c'est presque les données les plus simples du point de vue de la protection des données, puisqu'elles sont générées, elles sont de santé par nature, puisqu'elles ont été créées dans le cadre médical. Donc, c'est des données de santé. Et donc, il y a de la responsabilité aussi
de la chaîne de responsabilité. Donc, c'est-à-dire que une base de données, ça vous le savez mieux quoi, mais dans un hôpital, tout le monde n'a pas accès aux données de tous les patients. Il faut sécuriser les accès, que certaines personnes, vous disiez 5 personnes sur les données recherche, mais dans les données soins, ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans l'hôpital qui doivent avoir accès aux données. Donc en fait, il y a tout un nombre on doit les stocker aussi sur des hébergeurs soit agréés, qui sont plus sécurisés que des hébergeurs traditionnels de données. Donc en fait, finalement, les données produites dans le cadre du soin, dans le cadre médical, il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce sont les données de santé et qu'il est important de les traiter avec le plus grand soin. Donc voilà. Donc on a intitulé le service la clinique des données et on traite les patients et les soignants de la même manière. C'est-à-dire qu'ils sont coproducteurs des données et qu'ils ont aussi le droit au respect du caractère privé de ce qui sont faits. Ce n'est pas le cas si on est là pour évaluer les pratiques. Si on évalue les pratiques d'un service, c'est bien ce qu'on est évidemment transparent vis-à-vis du service, qu'on est dans une démarche d'évaluation, d'amélioration des pratiques professionnelles. Oui. Oui. Je voulais rebondir juste sur la discussion que vous aviez juste avant sur la notion de bien. Parce que vous avez dit que c'était un bien immatériel, un bien particulier, etc. Et je pense que juridiquement, précisément, le bien, c'est ce qui est susceptible d'appropriation. Donc, c'est la chose susceptible d'appropriation. Et donc, c'est la terminologie même de bien qui devrait être éradiquée, parce que c'est la donnée, personnelle ou autre d'ailleurs, hein, c'est une émanation de la personne. Et c'est en ça qu'on peut pas avoir une appropriation des données personnelles. Et je pense que l'erreur, c'est justement de raisonner en termes de bien. Il y a d'autres moyens d'assurer la protection des données que de passer par la notion de bien. Mais on a tendance, en droit français, de dire que parce qu'on veut s'assurer une exclusivité, c'est le droit de propriété qui est l'exemple. Sauf que, précisément, là, c'est pas le droit de propriété. Il y a d'autres éléments de votre personne, les éléments du corps humain, dont vous assurez la protection. Il y a une protection qui est assurée par le droit objectif sans que vous ayez un droit subjectif de propriété dessus. Et donc je pense qu'il faut effectivement faire attention aux mots employés, parce que le terme même de bien induit en erreur. Même immatériel, le terme de bien est trompeur, et pas de patrimoine sur les données, je pense que c'est vraiment trompeur. Ouais. On a le temps encore peut-être d'une toute dernière question. S'il y a une candidate ou un candidat, voilà la dernière question avant de libérer nos intervenants, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Peut-être juste un dernier point sur le domaine de la santé en termes de données. C'est vraiment un secteur, un domaine d'activité aigu ou pas par rapport à d'autres, par rapport à l'industrie, la culture. Est-ce qu'on sent qu'il y a des enjeux encore plus forts en termes d'éthique dans la santé? Qui a envie de répondre à ça, professeur Bonneau? Non, vous ne voulez pas? Vous l'avez déjà un petit peu dit, professeur Gouraud. Je ne sais pas si j'ai la compétence pour répondre, mais en tout cas, une chose est certaine. Enfin, c'est Orwell qui le disait. L'intelligence artificielle, c'est une technique. Et cette technique n'est valable pour nous que si elle génère du bénéfice humain. Donc, voilà, et c'est en ça où c'est que cette technique-là, l'intelligence artificielle, évidemment, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aller sur la Lune, mais évidemment, au niveau de la santé, ça nous touche de près parce que c'est humain. Merci pour cette réponse. Merci.